Buna Karakatice Akademice. Alors, devine en quelle langue c'est ça, mon petit Romain? C'est en roumain. C'est un hommage à moi. Tu donnes la réponse directe. Oh, il aurait jamais deviné. Déjà, elle aurait pu inverser Devine. mon petit roumain. Non, c'est du romain. C'est Le romain. Au romain. On passe Bon, le alors, très bonjour bien. à tous ceux qui nous suivent en direct. Bonjour à tous, bonjour à Bénédicte qui sont déjà dans le chat en train d'interagir. Bon, dites-nous si le son est bon, comme d'habitude, pour pas qu'on ne fasse passe pour des cons à faire un live pendant une demi-heure avec un son dégueulasse. Déjà qu'on est en retard. Oh là là. Bon, quelles sont les nouvelles? Ah oui, si vous ne l'avez pas encore lu, allez lire le rapport du Shift Project sur la décarbonation de l'industrie pharmaceutique. Le rapport préliminaire est sorti, donc ils ont besoin de votre aide si jamais vous avez des données. Je mettrai le lien dans le chat, là, ou je sais pas quoi. Et sur l'internet. Non, c'est important et c'est vachement intéressant. Donc voilà. Et puis alors aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet légendaire. Un sujet légendaire qui, quand on en parle, les gens nous ouvrent des yeux ronds comme des billes. Les signaux faibles, qualité. Mais avant ça, comme promis, Arnaud, le compère Arnaud, vous a préparé des petits documents à projeter, donc des exemples de SCS et de rapports d'investigation. Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette introduction? Bah non, mais du coup, je sais pas si on va aller jusqu'aux signaux faibles, parce que moi, présenter trois exemples, ça peut me prendre tout le live. En tout cas, c'est un bon teaser pour la semaine prochaine. Comme le fait qu'on devait faire un seul live sur les déviations. Ouais, on savait pas si on allait dire beaucoup de choses en une demi-heure. Voilà. Allez, tu nous projettes, Alors, projettes comment je ça. projette ? Alors, premier exemple. Alors, j'ai pris des exemples qu'on a notamment dans nos formations. Vous voyez bien là, mon écran et tout, c'est bon, c'est clair ? Ouais, mais c'est bon là. Premier exemple de schéma de comparaison des situations. Du coup, juste pour reposer le contexte, qu'est-ce qui a été remonté comme problème ? Donc, on est dans un contexte de fabrication de formes sèches. Et lors du contrôle du dossier de l'eau, la revue du dossier de l'eau par le superviseur, ce dernier a identifié que le poids d'eau qui a été noté dans le local A2092 là, était non conforme. Et en fait, le poids d'eau qui était noté dans le dossier de l'eau était à 4,1 grammes par kilo, alors qu'il devait être entre 0,1 et 2,9. Du coup, ça peut... voilà, forme sèche, donc prise d'humidité du comprimé. Et ce relevé-là, il correspond au moment où, en fait, l'opérateur ouvre le container pour réaliser un prélèvement pour des contrôles IPC dans la poudre. Donc, c'est pas encore les comprimés, mais du coup, voilà, prise d'humidité de la poudre. Et donc, on allait faire un SCS. Et quand on fait un SCS, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain et on va creuser avec les personnes, donc là, en l'occurrence, avec l'opérateur, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, l'opérateur, il nous explique, j'ai terminé mon étape de calibration. Ensuite, j'ai emmené mon conteneur dans le local A2092 pour le stocker. Mais le local, il y était saturé parce qu'il y avait des retards en compression. Du coup, j'ai mis mon conteneur dans le local A2093. J'ai vérifié mon poids au moment de faire mon prélèvement, mon poids d'eau au moment de faire mon prélèvement, il était conforme. Par contre, dans le dossier de l'eau, on me demandait le poids d'eau du local A2092, donc j'ai noté le poids d'eau du local A2092. Sauvé. Sauvé, alors je sais pas, parce que du coup, on sait pas quel était le poids d'eau réel dans le A2093, mais en tout cas, dans la partie recherche de cause, du coup, après, on a discuté avec lui, on lui a dit, mais ok, comment ça aurait dû se passer normalement, en fait ? Donc, on creuse un peu avec lui, il me dit, en fait, habituellement, notre local A2092, il n'est pas saturé par des retards de compression. En ce moment, on a eu des problèmes en compression, on a pris du retard, et du coup, j'aurais dû stocker mon conteneur dans le local A2092. Et donc, j'aurais pu regarder le poids d'eau, s'il est conforme, faire mon prélèvement, etc., etc. Et on ne s'arrête pas là.
puisque rappelez-vous, 3 étapes, hein, ce qui s'est passé, ce qui aurait dû se passer d'après l'expérience du terrain, et ce qui aurait dû se passer d'après ce que nous disent les procédures. Et les procédures, elles nous disent que, en fait, si tu stockes ton container dans le local A2093, bah, tu notes dans ton dossier de l'eau le poids d'eau du local A2093. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple facile, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Ouais, on commence par un facile. Mais un réel, pour le coup. Et là, typiquement, investigation, juste avec ça, déjà, en même pas 1 heure sur le terrain, une demi-heure à regarder la doc, on a nos causes initiales. Et du coup, en fait, on va aller comparer ces 3 schémas avec à quel moment il y a une différence, en fait. Ce qui va nous permettre d'identifier des causes initiales. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'une fois qu'on a ces 3 schémas, on peut facilement passer au schéma final, parce que du coup, en fait, on va élaguer un peu à droite à gauche et on va pouvoir faire notre fameux schéma de comparaison des situations qui aura cette tête-là, avec en vert tout ce qui s'est passé comme ça aurait dû se passer, en rouge ce qui s'est passé pas comme ça aurait dû se passer, et en orange les conséquences de ce qui s'est passé comme ça aurait pas dû se passer. Ça va, vous me suivez jusque-là? Ça va. Donc, premier exemple assez simple, hein, et du coup, on a nos 2 causes initiales, le retard en compression qui a empêché d'utiliser le local prévu et l'erreur de traçabilité de l'opérateur. Alors, bien évidemment, si la déviation elle est plutôt majeure ou critique, en tout cas en fonction de son niveau de risque, on va aller un peu plus loin, ou si c'est mineur, on s'arrête là. Et ce qui est trop bien ici avec ça, c'est que c'est hyper facile après d'expliquer ce qui s'est passé à quelqu'un en suivant tout simplement le schéma et en regardant, là, il s'est passé ça et du coup, on aurait dû faire ça, etc. Et en fait, c'est extrêmement facile de raconter cette déviation, quoi. Exactement. Et ce qui est aussi d'autant plus facile que toutes les déviations, en fait, vont présenter ce schéma-là, quoi. Oh ah, je vous ai perdu. Ah non, c'est bon. S'est passé. Okay. Non, mais c'était bien parce que du coup, c'était plus gros. Ah mince. Moi, j'en suis resté comme Allez, deuxième exemple. Non, tu voulais rajouter quelque chose, Romain? Non, c'est que je vous vois plus, mais c'est pas grave. Ok. Deuxième exemple, un peu plus compliqué celui-là. Et celui-là, tu l'aimes bien, Paul-Adrien. Donc là, on a un petit QQO QCP que je vais réexpliquer assez rapidement. En gros, le quoi, c'est une réconciliation qui est non conforme en fin de conditionnement secondaire. Durant la réconciliation finale, on a trouvé une boîte de plus que ce qu'on a produit. Donc, le pourquoi c'est un problème, parce qu'on a un risque de contamination croisée avec le lot précédent. Donc après, on a qui c'est qui a fait ça. Donc le compte a été fait par l'opérateur au secondaire et le lot a été étiqueté par l'opérateur du primaire. On a les dates, hein, quand est-ce que ça s'est passé, à quelle heure, où est-ce que ça s'est passé, combien de boîtes. Donc là, en fait, on a compté 24 025 boîtes physiquement. Et en fait, comment ? C'est long à retraiter 24 000 boîtes. Voilà. Et on en a réceptionné 24 024 au conditionnement secondaire. Donc, au conditionnement secondaire, il y a une boîte en plus qui est arrivée dans le bazar. L'action immédiate, ça a été de recompter. Donc, on confirme qu'il y a bien 24 025 boîtes dans le lot. Et aussi, on est allé voir l'historique et on se rend compte que le lot précédent, c'est exactement le même produit. Donc là, ça pue. Alors, on va pas passer sur, encore une fois, l'analyse d'impact et tout. Là, on était vraiment sur l'exemple de SCS. Et donc, rebelote. Hein. On se refait notre petit déroulé de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait dû se passer. Donc, je reprends dans l'ordre, hein, quand on interroge un peu les opérateurs sur le terrain. Donc, ils ont réceptionné 24 033 flacons pour étiquetage. Ensuite, ils ont démarré l'étiquetage. Il y a un flacon qui a été éjecté lors de l'étiquetage. Et en fait, quand les flacons sont éjectés, ils sont contrôlés en cours de production. L'opérateur identifie qu'il y a un flacon éjecté qui était conforme. Donc, il a été éjecté, mais il était totalement conforme. Et il l'a réintégré immédiatement en cours de production. En fin d'étiquetage, le compte des flacons basé sur le compteur machine indique 24 024 flacons conformes et 9 déchets. Alors là, il faut suivre. Hein. Il est un peu plus sioux que celui-là, mais bon, voilà.
Donc, il n'y a pas de flacons conformes dans les déchets à réintégrer, puisque donc il regarde dans les déchets et après il réintègre les flacons conformes. Donc, aucun autre flacon n'est réintégré, et donc le compte flacon reste à 24 024. Ensuite, on a notre opérateur du conditionnement secondaire qui réceptionne et qui fait un compte sur la base de ce que lui indique la machine, soit 24 024 flacons. L'ensemble des flacons sont conditionnés, aucun flacon non conforme détecté sur l'ensemble du lot, et on fait la réconciliation physique du lot avec 24 025 flacons comptés et 24 024 en théorie. Donc, je vais vous le faire assez rapidement, mais quand on a interrogé les opérateurs sur le terrain, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? En fait, les opérateurs nous disent, quand on identifie, donc ça va se passer ici, vous voyez ma souris, quand on identifie un flacon éjecté conforme, on ne doit pas le réintégrer immédiatement, mais on doit le mettre de côté avec les déchets et on le réintègre en fin de lot. Du coup, le flacon conforme qui a été détecté, il aurait dû être, à la fin de l'eau, on aurait dû bien avoir 24 024 flacons conformes et 9 déchets. Indiquer qu'on intégrait un flacon conforme qui a été trouvé dans les déchets, et donc le compte de la machine serait passé à 24 025. Ensuite, ce que nous dit aussi l'opérateur du secondaire, enfin les opérateurs du secondaire, c'est que normalement, le compte, il se fait physiquement sur les flacons réceptionnés et non pas sur la base de ce qui est dans la machine. Et donc, au final, on aurait dû arriver avec, ici, compter 24 025 flacons et avoir une réconciliation de 24 025 flacons comptés et théoriques. Et donc, quand on fait le tour de la procédure, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de description de qu'est-ce qu'il faut faire sur les flacons éjectés conformes en cours de production. Donc ça, c'est le flou de la procédure. Donc en fait, finalement, d'un opérateur à l'autre, on pourrait avoir des pratiques différentes. C'est pas cadré par la procédure. Ce qui arrive assez souvent. Non, mais dans le cas là, du coup, il y avait deux opérateurs qui faisaient différent, quoi. Exactement. Et de la même manière, dans la procédure, on ne précise pas comment se fait le compte des flacons à la réception au secondaire. Et donc on continue, donc on a nos trois descriptions et on va pouvoir identifier où est-ce que ça a merdé facilement. Donc on va mettre en évidence et on va pouvoir construire notre schéma de comparaison des situations de la même manière, qui aura la même forme que celui qu'on a vu précédemment. Et donc au final, chaque déviation aura ce schéma qui nous permet d'identifier des causes initiales et de retenir les causes initiales. Il arrive, on en a déjà parlé dans un live précédent, que quand on fait ce schéma, il n'y a rien qui ressort, et là, il va falloir basculer sur le fameux tableau de comparaison des conditions. Mais voilà déjà un petit exemple de SCS. Deux petits exemples de SCS. J'ai un petit exemple de rapport aussi. Vas-y. Et du coup, vite fait pour les couleurs, je sais pas si tu l'as encore, l'autre, pour reparler rapidement des couleurs. Ouais. Du coup, quand c'est vert, c'est ce qui se passe normalement. Quand c'est rouge, c'est effectivement un autre événement qui va déclencher des choses pas bien. Et derrière, après, tout ce qui est en orange, c'est des conséquences des choses rouges, quoi. Juste du coup, dans ton exemple, là, ta première cause initiale, du coup, t'incrimines ta procédure. Le fait que ta procédure décrive pas correctement. Non, c'est que alors on n'a pas suivi la règle qui n'est pas effectivement procédurée, mais donc il y a une règle tacite qui est en fait on doit pas réintégrer les flacons en cours de prod, mais elle n'est pas procédurée. Donc après au niveau des actions, faudra peut-être effectivement avoir une action sur la procédure, mais on le sait bien, ça sera clairement pas suffisant. On peut aussi, là, du coup, pour ce truc-là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut, selon après l'automatisme de la machine, il y a peut-être moyen de changer la façon de fonctionner de la machine aussi pour dire que tu changes le point de réintégration pour que ça les compte automatiquement, par exemple, peut-être. Oui. Il y a des choses comme ça. Après, tu peux aussi, par exemple, mettre un affichage, par exemple, en disant ne pas réintégrer les flacons au fur et à mesure du lot et réintégrer à la fin sur la ligne.
en gros, en fait, la procédure, ça sera certainement pas suffisant de la changer, quoi. Il faut arriver à changer quelque chose dans l'univers de l'opération pour que ça soit ou impossible de le réintégrer au cours du lot. Par exemple, tu recaractérises la ligne là où il y a le bac d'éjection, par exemple, ça peut être intéressant. Enfin, t'as plein de trucs à faire pour empêcher ça, quoi. Complètement. Alors, je retourne sur mon petit exemple de rapport. Donc, alors tout simplement, bon, je vais pas rentrer dans le détail de cette déviation qui était anonymisée, etc. Mais en règle générale, quand on commence une déviation, la première chose qu'on reçoit, c'est un QQO/QCP. Et en fait, moi, je trouve ça assez indigeste, les QQO/QCP. C'est un très bon outil pour collecter les informations et pour s'assurer qu'on n'a rien oublié en termes d'informations. Mais et là, ce QQO/QCP là, il est très bien rempli. Hein, on a beaucoup d'informations. Mais quand on reprend la déviation, pour comprendre le sujet au travers du QQO/QCP, c'est rarement facile. Et donc pour moi, dans un rapport, un des éléments clés à faire, c'est retranscrire ce QQO/QCP en un paragraphe de texte intelligible, compréhensible, illustré d'images. Donc je vais pas vous faire l'offense de vous lire ce QQO/QCP, mais en gros, ce QQO/QCP qui est joint à la déviation, il va se traduire en ce fameux paragraphe qui va peut-être être le seul élément de rédaction qu'on va avoir à faire, puisqu'après derrière, ça sera les schémas, les tableaux, etc. Mais voilà, donc on a un paragraphe qui nous permet de bien comprendre la déviation dès le début, avec des schémas qui illustrent pour bien faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a constaté, quoi. Ensuite, forcément, comme on vous l'avait dit quand on avait parlé du danger risque action, ça n'a jamais été aussi simple de formaliser l'analyse de risque et d'impact d'une déviation qu'avec cet outil. Comme on vous l'avait dit, c'est un tableau. Quels sont mes risques? Donc j'identifie l'ensemble de mes risques. En face de chaque risque, je vais identifier des actions pour aller vérifier si mes risques sont réels ou pas. Et je vais pouvoir mettre la conclusion. Donc risque, action, conclusion. Et là, on voit directement quels sont les risques réels et donc ils sont en fait des impacts puisqu'ils sont avérés. Et qu'est-ce que j'ai pu éliminer grâce à ces actions-là. Et du coup, derrière, on va avoir les impacts. Donc, on reprend ce qu'il y a dans notre tableau précédent ici, les conclusions, on les met en impact. Et en face de chaque impact, quelle action je vais mener pour pouvoir me remettre en conformité. Ça peut être détruire une partie du lot, ça peut être isoler, ça peut être retraiter si on peut, ça peut être plein de choses. Mais qu'est-ce que je vais faire pour me remettre en conformité? Et donc, encore une fois, formalisation ultra simple, impact, action, conclusion. L'eau détruit. Ouais, bon. Bah oui, mais bon, moi, je vais pas présenter la déviation dans le détail, mais elle est assez marrante. Comment? Non, ouais, c'était marrant, c'est que je voyais juste l'eau détruit. C'est la réalité. Et ensuite, on arrive donc à notre fameux SCS. Donc, dans le rapport, on va pas mettre les 3 descriptions, on va mettre juste le schéma final. Les 3 descriptions, donc ce qui s'est passé, ce qui aurait dû se passer, ce qui aurait dû se passer d'après les documents. C'est plus méthodologiquement pour s'aider à construire le SCS. Mais après, dans le rapport, on peut se limiter à formaliser ça uniquement notre schéma final avec notre conclusion. Une fois qu'on a ça, alors on va pouvoir intégrer aussi l'analyse de criticité, hein, la gravité, niveau fort, pourquoi, occurrence faible, pourquoi, détectabilité forte, pourquoi. Et du coup, ça nous donne la criticité majeure. On doit faire un romanesco de niveau 1. Il n'y a pas d'impact étendu à faire et les CAPA peut-être, mais dans ce cas, il a été décidé de pas mettre de CAPA. Il a été décidé de mettre une CAPA dans ce cas-là. Puisqu'on a détruit un lot quand même. Et donc ensuite, derrière, on va avoir notre fameux diagramme romanesco. Donc là, on a juste le diagramme avec la cause initiale. Là, c'est la déviation. Là, c'est nos 2 causes initiales. Et pour chaque cause initiale, on a identifié un certain nombre d'hypothèses. Et on a, grâce à des actions qu'on va voir dans le tableau juste après, pu conclure sur quelle hypothèse on retenait et donc quelle cause on retenait. Et en fait, ce diagramme est associé à un tableau où on a là notre cause initiale avec les différentes hypothèses, les hypothèses, quelle action on avait menée en face de chaque hypothèse pour prouver si c'est vrai ou si c'est faux,
et pour prouver si ça peut avoir un lien avec notre déviation ou pas. Quel résultat on a? Et bien évidemment, on va joindre les preuves des résultats et du coup la conclusion, hypothèse écartée, hypothèse retenue. Trop simple à formaliser comme ça. Voilà, pareil pour la deuxième cause initiale. Et on finit donc avec un petit tableau de qu'est-ce qu'on va faire comme CAPA. Donc là, action curative, réparation, changement du détrompeur. Action corrective, mise en place d'une maintenance préventive sur les détrompeurs de l'usine. Enfin voilà, en gros, on reliste un peu ici nos actions. Et on termine avec la conclusion, le paragraphe de conclusion qui clôture tout ça. Donc vraiment, rapport assez simple. Et quand on le lit, même si on n'a pas participé à l'investigation, en fait, on comprend tout et on s'y retrouve facilement. Et chaque rapport, tous les rapports après se ressemblent en termes d'homogénéité, donc c'est ultra simple de rentrer dedans, quoi. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez. Il est 24, donc on n'a plus que 6 minutes pour introduire le sujet de la semaine prochaine. J'avais prévenu. Un petit peu de promotion aussi. On a lancé une newsletter pour améliorer la culture qualité sur les sites. Vous pouvez aller vous pouvez aller vous abonner sur le site ou sur Substack, l'Académie de la qualité efficace. C'est assez cool comme principe. En fait, dans les trois premières newsletters, ça vous explique ce qu'on va faire. Et puis après, tous les mois, vous recevrez un kit de communication sur un sujet pour améliorer la culture qualité sur votre site. Donc, il y aura un kit de communication pour les managers donc, du top au down pour parler du sujet. Vous aurez aussi donc la communication transformée en diapositive pour mettre sur les diapositives pour mettre sur les télés, pour faire circuler sur les télés de votre site si vous en avez, et un petit jeu pour mettre dans la cafétéria pour faire parler un petit peu du truc. Et donc comme ça c'est le kit de base que vous recevrez tous les mois. Donc si vous êtes abonné à cette newsletter. Après on fera peut-être d'autres communications, mais déjà c'est pas mal. Ah ouais, carrément. Mais en gros, on vous accompagne au travers de cette newsletter mois par mois pour travailler à améliorer la culture qualité du site. Et c'était un peu pour ça qu'on voulait parler des signaux faibles aussi aujourd'hui, hein, parce que c'est un des éléments fondateurs de cette culture qualité. Mais ça sera pour la prochaine fois, hein, du coup. Et si jamais vous avez c'est aussi, j'aimerais bien que ça soit un petit peu interactif dans le sens où on peut mettre des commentaires sur Substack, on peut mettre, vous pouvez nous envoyer des commentaires, des machins. J'aimerais bien que vous puissiez nous refaire des retours régulièrement sur ça, savoir si vous avez bien aimé, si ça a fonctionné, si ça marche pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait modifier. Enfin, voilà, un peu tout quoi pour que ça fonctionne, quoi. Et qu'on arrive à avoir un impact important sur votre équipe, sur votre site, parce que on n'est pas obligé de le faire au niveau du site, on peut le faire juste au niveau de son équipe, hein, ça vous donne une communication sur la qualité à faire une fois par mois, donc c'est vachement intéressant, je trouve. Mais c'est totalement gratuit en l'occurrence, hein, ouais. Donc ça c'est intéressant. Et mais aussi pour clôturer quand même, on vient de clôturer tout un cycle déviation. Pour ceux qui sont intéressés, on a une formation en ligne qui permet de rentrer plus dans le détail, qui permet de reprendre aussi tous ces éléments qu'on a pu aborder lors des lives avec des exercices pour pratiquer, etc. Si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien en commentaire. N'hésitez pas à aller voir. Ça peut être intéressant. Puis on peut aussi vous aider sur vos sites, hein, si vous voulez être accompagné. Faut pas hésiter, quoi. C'est comme ça qu'on se rémunère d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, hein. C'est comme ça qu'on peut faire tous ces lives gratuits, tous ces trucs. On n'est pas sponsorisé là? Ah, on est sponsorisé par l'Académie de la qualité efficace, il me semble. Ouais. Sponsorisé par nous-mêmes. Non, mais en tout cas, merci à tous de nous suivre. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour commencer à discuter des signaux faibles. Je remettrai la annonce. Parfait, une bonne chose de faite. Non, mais voilà. Sachant qu'on en avait déjà parlé, hein, s'il y en a qui veulent déjà aller s'échauffer avec un autre épisode, on en avait parlé lors d'une pause CAF. Ah ouais, c'est vrai. On avait, c'est ça, j'avais commencé à faire une vision dans l'intervention de ce truc-là, là, ouais. Je donnerai des nouvelles d'ailleurs de mon intervention, là, à 2 mois. Allez, merci à tous, bon appétit, et à bientôt pour un prochain live. Allez, à la semaine prochaine. Bye.